Donc, en gros, là, c'est ce que vous avez au niveau du concept. Pour le chantier, bien, c'est déjà en cours pour la rue Bagot. Donc, on parle de la mi-mai à début juillet environ. Donc, actuellement, les travaux qui sont en cours, c'est la surface entre Montmagny et Bouffard. Donc, ça va se poursuivre, là, comme je le mentionnais, là, jusqu'à juillet. Fait qu'on a un petit tronçon là, entre Montmagny et Marie-Incarnation dans ce cas-ci. Pour la rue Boisseau, dans ce cas-ci, ce que vous voyez sur l'écran, c'est la perspective, le concept, en fait, à proximité de l'école Marguerite Bourgeois. On vise encore une fois de profiter des projets de la réfection des infrastructures souterraines pour améliorer le verdissement. Mais dans le cas du contexte précis avec une école, bien, c'est aussi d'avoir des aires, des pauses minutes pour les parents en voiture, ou aussi un espace d'attente avec banc et poubelle. Donc, on vient vraiment de faire un réaménagement le plus complet possible. Au niveau de la rue Boisseau, les travaux vont être plus vers la fin du mois de juin, donc jusqu'en octobre. On va faire un phasage qui est conséquent avec la nature de la proximité d'une école. Donc, on essaie justement là, de privilégier la zone de l'école le plus tôt possible. Donc, ça va être la première zone qui va être réalisée pour avoir terminé les travaux, là, évidemment, au retour des classes. J'en profite aussi pour vous montrer, là, vous avez 2 petits encadrés rouges également là, qui sont présents sur la rue des Aublats. Donc, on l'avait annoncé par le passé, notamment dans le cadre du projet de réaménagement Saint-Vallier-Ouest. Il y a 2 gonflements qui vont être faits aux abords de l'école des Aublats, ça dès juillet. Donc, l'idée, c'est de venir apaiser la circulation sur la rue. Donc, on va s'assurer encore une fois que les travaux soient faits avant le début de l'école. Finalement, la dernière des 3 plus petits projets, c'est la rue Saint-Benoît. Dans ce cas-ci, ça va être même une rue partagée, donc une rue où on partage vraiment la chaussée entre les différents usagers. Parce que si, encore une fois, on privilégie la plantation au maximum d'arbres, un ensemble d'autres zones de plantation biodiversifiée. Et on intervient aussi là, aux différentes intersections pour apaiser la circulation. Pour la rue Saint-Benoît, dans ce cas-ci, c'est également des travaux qui sont en cours. Donc, vous avez probablement déjà là, vu les machines et les travailleurs en action. Actuellement, on termine la section de Saint-Luc. Donc, puis on se dirige vers Bigaouette pour le volet souterrain. Puis ça va se poursuivre là, jusqu'en octobre là, pour l'ensemble du tronçon qui est concerné. Oui. Fin septembre, début octobre, oui, c'est ce qui est dit actuellement. Au niveau du réaménagement de Saint-Vallier-Ouest, donc encore une fois, je vais revenir rapidement sur le concept pour ensuite plus parler du chantier. Au niveau de Saint-Vallier-Ouest, bien, on vous remet tout simplement une image que vous avez déjà vue, qui est le concept qui est retenu. Donc, c'est comment, en fait, là, grosso modo, la chaussée, l'emprise publique va être partagée là, tout au long de la rue. Donc, on parle dans ce cas-ci de 2 bandes flexibles avec du verdissement, des terrasses, bien, un potentiel d'appropriation en terrasse, des débarcadères, évidemment, parce qu'on est sur une artère commerciale, également des stationnements. Donc, des 2 côtés de la rue, il n'y a pas de bande cyclable là, qui a été retenue dans le concept d'aménagement là, qui va être réalisé. Et il y a également là, la mise à sens unique de la rue. Donc, l'objectif, c'est d'avoir une artère commerciale qui est dynamique, qui est résiliente aussi, donc avec notamment des épisodes comme hier là, de fortes pluies, bien, où on peut soulager un petit peu le réseau au niveau des surverses pour l'eau. Une rue qui est apaisée, qui est agréable, qui est sécuritaire, puis également là, différents sites là, qu'on peut s'approprier là, pour favoriser notamment les rencontres. Je me remets quelques images qu'on vous avait montrées du projet. Donc ici, c'est la porte d'entrée au niveau du boulevard Charette. Donc, on voit le souhait, je pense, de végétalisation très importante du projet. Environ 240 arbres là, qui vont être plantés, qui s'ajoutent là, sur la rue. Des places et des jardins publics aussi aménagés, notamment la placette Saint-Sauveur là, qui se retrouve là, près de la rue des Aublats. Et vous avez également la placette Cardinal Tachereau, là, notamment. Là. Donc, vraiment, à même le chantier, on va venir faire des réaménagements de rue. Et la deuxième vue qu'on vous montrait, bien, c'est pour montrer vraiment le caractère commercial. Hein. C'est une artère commerciale qu'on vient consolider. Donc, tout le potentiel de mobilier à l'année, incluant l'hiver, le potentiel d'appropriation en mode terrasse aussi sur les trottoirs, les espaces de stationnement.
Voilà pour le petit rappel au niveau du concept. Au niveau des travaux qu'on vous avait présentés en décembre 2023. Oui, en décembre dernier, le 7 décembre, à la séance d'information sur le concept, on vous avait mentionné que les travaux débuteraient la première semaine d'août. Il va y avoir, là, on vous a rajouté 2 petits points rouges là, au niveau du mois de juillet. Il va y avoir une certaine mobilisation de l'entrepreneur qui pourrait commencer. Par contre, il n'y aura pas d'entrave au niveau de la rue. Donc, la circulation va demeurer là, jusqu'au 5 août environ. La zone pour la phase 1, donc là, ce qu'on parle, c'est vraiment 2024. On n'aborde pas 2025 ou 2026. Au niveau de 2024, donc on vient toucher à Saint-Vallier-Ouest, entre la rue Carillon et la ville des Aublats. Vous l'aurez en plan tout de suite après. Au niveau de la rue Carillon, entre la rue Elzar-Bédard et la rue Raoul-Jobin. Et finalement, on a un petit tronçon de la rue Bagot, donc entre Saint-Vallier-Ouest et de Masneau. Dernier petit élément important à préciser, donc ça fait l'ensemble de la phase 1. L'objectif, c'est vraiment de terminer là, le plus possible là, l'ensemble des travaux pour la phase 1 jusqu'à la fin, là, lorsque la température va nous permettre jusqu'en décembre. Donc, de faire les travaux. Vous m'entendez bien? Oh, on a perdu. C'est nous, il y a des gens en ligne, donc on avait des petits enjeux techniques. C'était petit. OK. Est-ce que là, vous me entendez bien? Moi, excellent. La seule chose qui, étant donné qu'on commence les travaux quand même au mois d'août, là, presque, qui va demeurer à faire en 2025 pour la phase 1, c'est la finition des trottoirs. Donc, il va y avoir des trottoirs temporaires à la fin des travaux cette année pour pouvoir tout rouvrir, là, évidemment, là, pour les usages. L'an prochain, on va venir finir par petites sections le revêtement des trottoirs. Ça aussi, c'est une nouvelle information qu'on vous montre aujourd'hui. Donc, on vous avait parlé de la phase 1. On vous montre juste pour votre information la localisation des phases 2 et 3 qui sont projetées. Donc, au niveau des travaux les plus à l'ouest, donc ça, on va se rendre vraiment en 2026. Et en 2025, l'an prochain, là, donc on vise 2 secteurs, le secteur le plus à l'est puis le petit secteur au centre en bleu là, également que vous voyez. Donc, comme le mentionnait ma collègue Annie au départ, c'est possible qu'il y ait des évolutions, mais on souhaite quand même là, vous donner toutes les informations les plus prévisibles là, qu'on est en mesure de vous donner à ce stade-ci. Vous avez également là, un petit zoom là, sur les zones dont je vous parlais tout à l'heure pour la phase 1 des travaux. Je le précise tout simplement, je ne suis pas certaine. Ah oui, c'est ça. Le stationnement ici, il n'est pas touché par les travaux. Là. Je pense qu'il y a certaines personnes qui avaient cette crainte-là. Il va demeurer accessible cette année. C'est vraiment là, la zone là, au niveau des rues autour là, où il y aura réellement un impact cette année. En ce qui a trait à la nature des travaux, donc il y a 2 choses. Bien, il y a vraiment les travaux qui vont être faits sur la rue, sur la chaussée, donc tout ce qui touche la reconstruction des réseaux d'égouts, d'aqueducs, évidemment, le réaménagement de la géométrie de la rue, selon le concept qui a été retenu, la bonification de l'éclairage, la plantation des arbres et des arbustes. Donc ça, ce sont plein de choses là, qu'on va finir faire. Mais ce qui est particulier aussi dans le contexte de Saint-Sauveur et des rues conviviales, c'est qu'on va vraiment intervenir là, de façade à façade des immeubles. Donc, on va vraiment aux limites de la propriété. Donc, ça peut venir là, avec un ensemble de travaux complémentaires et parmi lesquels là, se retrouve notamment parfois la déminéralisation et le verdissement même là, des terrains privés le long de la rue. De test, ça fonctionne bien. On m'a dit qu'il fallait le choix ici. Donc, c'est ça. Moi, je vais vous présenter les mesures d'atténuation qu'on met en place pour justement atténuer l'effet des chantiers puis de l'intensité des chantiers là, qui va avoir lieu. Premièrement, on parle du bruit. Donc, nous, dans les contrats qu'on donne aux différents promoteurs, on impose des conditions, dont l'usage d'alarme de recul à part de large. Ça, dans le jargon, c'est au lieu du bip-bip, c'est le... Je ne sais pas si vous avez déjà entendu des camions en recul avec un gros son de retour d'air. C'est des alarmes à large bande pour favoriser là, une atténuation du bruit. Il y a des amortisseurs aussi qui sont obligés dans les camions à benne, là, les fameux 10 roues, là, pour éviter le claquage lors du vidage des bennes. Puis aussi, comme on voit sur la photo, là, on impose la construction ou la mise en place de caissons temporaires quand il y a des génératrices ou des systèmes de compresseurs là, qui sont sur chantier.
Évidemment, on parle aussi de poussière, compaction, stabilisation. On ne parle pas d'arrosage, là, mais compaction, stabilisation des surfaces qui sont dénudées pour éviter la poussière. Pour ce qui est de la gestion, je dirais, inter-chantier, comme vous avez vu, il y a plusieurs chantiers concomitants, là, simultanés. On parle d'une stratégie de gestion de mobilité, puis c'est vraiment une stratégie de gestion. On a différents facteurs, puis on influence les chantiers pour être certain qu'il y a le moins possible d'impact sur la mobilité tout à gabi. Là. On parle cyclistes, piétons, automobilistes, transport en commun. On y va de tous les critères à considérer qu'on vous liste ici. Là. Parfois, on a un transport ferroviaire à considérer. D'autres fois, il y a des accès aux services d'urgence, accès aux hôpitaux, des clientèles vulnérables particulières. Donc, tout est mis dans la balance pour faire vraiment une stratégie, puis je dirais un concert tissé très, très, très serré pour atténuer le plus possible la mobilité là, dans les secteurs concernés. Ensuite de ça, ici, on a des exemples là, pour assurer la mobilité puis le déplacement sécuritaire. Vous voyez, on peut même aller jusqu'à la coordination des séquençages de chacun des travaux. Oui, ce sont des travaux distincts qui ont leur propre vie, mais en soi, nous, on fait la coordination de ces travaux-là en simultané ensemble. Donc, on peut aller jouer même dans le phasage de chacun des travaux. On a aussi un autre outil qui est les signaleurs policiers. Souvent, on voit souvent les gants blancs, les policiers, là, mais on a une escouade quasi dédiée là, à la Ville de Québec qu'on peut interpeller à 24 heures d'avis puis qui vont sur le terrain pour nous pour faire la circulation en cas de pépin ou en cas d'enjeu de circulation prononcé. Puis on a un suivi en temps réel avec le Centre intégré de gestion de la circulation. Le Centre intégré où on a l'ensemble, vous voyez l'image, là, on a l'ensemble des caméras de circulation qui sont sur le réseau. Puis on a des opérateurs qui peuvent intervenir directement sur les feux de circulation pour favoriser une fluidité dans la circulation. On a aussi des caméras qui sont mobiles qui peuvent être installées en cellulaire. Ici, vous voyez aussi un autre facteur là, de coordination, je dirais, pour l'encadrement des entraves. On a une plateforme centralisée à la Ville de Québec qui tient en compte toutes les entraves qu'il peut avoir sur le réseau. Puis quand on dit toute entrave, c'est aussi les entraves privées. Un promoteur privé qui vient construire des fenêtres à un édifice doit demander un permis. Puis ce permis-là d'entrave génère une occurrence dans cette application-là qui nous permet de gérer les entraves en temps réel, tout à gabi. Puis ça inclut aussi l'événementiel. Tout ce qui est événementiel, on le voit apparaître sur cette application-là qui est en temps réel, qui nous permet de réagir puis de faire des correctifs spécifiques là, selon des situations particulières. Puis évidemment, tous ces éléments d'information-là sont partagés avec nos agents de stationnement et avec les policiers là, pour le volet coercition, là, si on a trop d'enjeux dans un secteur spécifique. Ici, ce qu'on voulait vous montrer, c'est qu'au moment où il va y avoir les chantiers, qui sont déjà commencés d'ailleurs, on a privilégié 3 axes, dont j'ai plus les noms par cœur, là, mais on a privilégié 3 axes pour favoriser le déplacement de transit par rapport au détour. Pas le déplacement de transit, par rapport à la circulation locale, dis-je. Donc, ce sont ces 3 axes-là. Puis, on veut favoriser l'évitement de la circulation de transit. C'est pour ça qu'on a mis de la signalisation qui indique circulation locale seulement. Puis ça, c'est important de comprendre que cette circulation-là, dis-je, cette signalisation-là fait foi est réglementaire, puis encadre aussi les clients des potentiels commerces du secteur. Donc, les clients sont autorisés, sont considérés comme de la circulation locale. On va voir d'ailleurs aussi là, plus loin qu'on a même une signalisation ville qui va venir bonifier cette compréhension-là pour les automobilistes. Donc, je reviens là-dessus. C'est très important. Les 3 axes qu'on voit illustrés, on porte une attention particulière à ce qu'il n'y ait aucune entrave ou aucune nuisance pour assurer la fluidité pour ces 3 axes-là, considérant les chantiers en cours. Pour ce qui est du stationnement, oui, le stationnement sur rue, lorsqu'il y a plusieurs chantiers, est très exacerbé, dirais-je, là, mais au global, l'ensemble du secteur présente un taux d'occupation sur rue d'environ 75 %.
Donc, le stationnement sur rue résidentiel, il n'y a pas d'enjeu spécifique concernant la situation. On a aussi porté une attention pour le stationnement clientèle pour les commerces locaux. Donc, on va avoir environ 25 espaces sur le stationnement Saint-Vallier-Ouest qui va être réglementé pour favoriser l'usage du stationnement qui, comme Joël l'a mentionné en entrée, devrait être accessible tout au long des travaux. Ensuite de ça, oui, un autre point important, étant donné qu'il y a plusieurs chantiers, il y a plusieurs travailleurs de chantier, donc on a mis dans les contrats des restrictions concernant le stationnement de ces travailleurs-là pour éviter une surconsommation des espaces de stationnement. Vous allez voir des camions d'entrepreneurs se stationner, mais sont permis, les plaques de ces véhicules-là sont enregistrées dans les systèmes des agents de stationnement et des policiers. Puis, hors ces plaques-là, il peut y avoir des constats d'infraction qui sont émis. Donc, on a tout fait pour limiter le plus possible la consommation des stationnements sur rue. On est à une question de premier enjeu. Donc, c'est ça. Comme là, on revient sur le stationnement Saint-Vallier qui est maintenu. Puis, il est à prévoir là, lors d'une certaine phase du chantier de la rue Bagot, là, une fermeture momentanée du stationnement là, au centre-ville-ouest. Et ici, on a les parcours impactés du RTC. Je vais laisser la parole à la personne qui prend la balle au bon sur le RTC. On a quatre parcours qui sont impactés là, avec les travaux. Allô. Oui. Oui. Activé maintenant? Oui, parfait, excellent. Donc, ce qui est important de comprendre de cette diapositive-là, c'est vraiment les parcours en direction ouest. Donc, le sens unique sur la rue Saint-Vallier-Ouest va être à terme, une fois le réaménagement permanent complété, en direction ouest. Donc, tous les parcours d'autobus en direction ouest, à terme, vont retourner sur la rue Saint-Vallier-Ouest. Donc, on est vraiment dans des impacts qui sont temporaires dus au chantier dans ce cas-ci pour cette direction. Je le précise parce que ce qu'on va vous présenter par la suite, c'est vraiment pour la direction est. Donc, ici, vous voyez là, les 4 parcours impactés. Donc, le 1, le 19, le 80 et le 85, ce sont les mêmes parcours qui vont revenir pour la direction est. Donc, c'est la boucle là, qui devrait être empruntée par ces parcours pour maximiser, là, minimiser notamment le temps de marche, là, puis qu'il y ait le moins grand impact possible là, par rapport à la situation actuelle. Maintenant, justement, ça permet d'introduire le prochain point. La dernière fois qu'on vous a vu au mois de décembre, on vous a mentionné qu'on reviendrait avec un petit peu de détails sur le test qui va être fait avec les autobus en direction est sur pendant le chantier. On est vraiment en test, c'est pas le réaménagement permanent, c'est pas la configuration finale des trajets d'autobus. Donc, c'est pour ça qu'on vous présente là, ce volet-là qui est vraiment en mode information, mais également consultation. On va vouloir vous entendre sur le volet du parcours d'autobus. Donc, tout simplement, à titre de rappel, sur les 5 parcours qui circulent dans le quartier Saint-Sauveur, il y en a 4 qui vont être affectés par la mise à sens unique de la rue. Donc, il y a seulement le parcours 9, là, en fait, qui n'est pas affecté puisqu'il était sur l'avenue des Aublats. Lorsqu'on a fait les tests de véhicules avec les autobus du RTC, on est capable de voir qu'il y a 3 options possibles de trajet dans le secteur. Donc, vous nous l'avez mentionné par le passé, parfois, on a tous des idées en se disant « pourquoi il ne passerait pas à cet endroit-là ou à cet endroit-là? » Ça a été testé. Il y a eu, là, je dirais, presque une bonne dizaine de tests là, qui ont été faits à plusieurs reprises, même plus qu'une reprise. Donc, l'été dernier, pour voir là, si les véhicules pouvaient circuler. Et les 3 options qui sont possibles sont Montmartre, Saint-Luc-des-Aublats, Aqueduc-des-Aublats et des Aublats. Chacune de ces options-là a ses avantages et ses inconvénients. Dans certains cas, on est plus proche, notamment du secteur là, qui est le plus au nord du quartier. Donc, ça limite le temps de marche. Mais d'autre part, parfois, c'est des endroits où il n'y avait pas d'autobus qui circulaient sur la rue. Donc, ça peut amener différentes préférences citoyennes. Donc, ce qu'on vient vous présenter là, c'est justement là, le fait qu'on veut être en mesure, pendant les tests, de recueillir les préférences citoyennes sur les options pour alimenter là, la réflexion vers l'option, finalement, qui sera retenue de façon permanente. Pour la vidéo... on le... Oui, c'est le moment de démarrer la vidéo.
Oui. Alors, est-ce qu'on a le son? Est-ce qu'on a le son? Oui. C'est juste une petite vidéo résumée de la démarche qui va pouvoir circuler parce qu'on vous invite justement à participer à la démarche. On vous la montre. Je vais continuer l'explication, mais vous pouvez la regarder entre-temps. Donc, ce que vous voyez ici, c'est justement les trajets qu'on vous a déjà montrés, donc la configuration qui est retenue pour les tests cette année. Évidemment, je vais y aller plus en détail tout à l'heure. Donc, la démarche qui va permettre de recueillir les commentaires sur les citoyens, c'est ce qu'on vous présente. Puis on va vous inviter à participer. Donc, évidemment, on vous montrait la vidéo rapidement, mais l'objectif, là, c'était juste de vous dire que ça va être diffusé. On va vous inviter aussi à inviter les gens à y participer. On veut vraiment vous entendre. Il y a différents avis sur le, sur le volet autobus. On veut vraiment le capter officiellement. Donc, comme on vous avait présenté en décembre, la configuration retenue pour 2024, donc c'est le parcours 1 et 19 sur la rue Montmartre-Saint-Luc-des-Aublats, le parcours 80 sur Marie-de-l'Incarnation et des Aublats, et finalement le parcours 85 sur l'Aqueduc et des Aublats. Donc, c'est une option qui a été retenue pour éviter d'avoir un trop grand éloignement là, de la petite zone là, assurée que vous avez là, ici au nord du quartier. Donc, il y a environ 3 % de la population de la grande zone ici qui va se retrouver avec des autobus un petit peu plus loin, donc qui ne seront plus à 400 mètres. Donc, il va y avoir en moyenne là, une minute de marche supplémentaire à faire. Par contre, c'est aussi pour écouter notamment des citoyens de la rue Saint-Luc où il n'y avait pas d'autobus qui passait autrefois. Donc, c'est pour ça qu'on fait une certaine distribution là, cette fois-ci là, sur les trois trajets possibles. Donc, c'est l'option qui a été retenue là, pour cette année qu'on vous avait déjà annoncé un petit peu plus tôt en décembre. On vous avait mentionné qu'il y aurait des aménagements complémentaires qui seraient requis, donc pour nécessiter le passage des autobus. Donc, il y aura un retrait de cases de stationnement qui va être nécessaire là, dans ce cas-ci pour, principalement, je vous dirais, là, ce que vous voyez en rouge. Vous aurez accès aussi à la présentation là, par la suite pour voir le plus en détail. C'est vraiment la localisation au niveau des arrêts. C'est le bon côté de la rue également qui est indiqué. Donc, en rouge, ce sont les retraits qui sont faits à l'année. Donc, c'est le chiffre qu'on va avoir notamment pendant l'été. Donc, il y aura un retrait de 27 cases pendant l'été. À ces 27 cases-là vont s'ajouter des cases pour un total de 44 cases donc pendant la saison d'automne-hiver. Dans ce cas-ci, c'est vraiment pour le passage des autobus avec la neige. On peut se retrouver avec donc une emprise très, très étroite. Donc, en bref, 27 stationnements retirés en tout temps. Puis on arrive à 44, là, donc ça s'accumule pas. Le 44, c'est le total maximal de retrait au niveau de l'hiver. Donc, il y a une partie qui est sur des Aublats, puis l'autre partie est sur Saint-Luc. Il faut savoir que ce que vous voyez en jaune, c'est que sur Saint-Luc, c'est un côté qui va être retiré là, pendant la période hivernale. Au niveau des arrêts, donc vous avez ici la configuration qui est retenue là, des arrêts pour les différents trajets. Lorsque vous regardez les petits triangles en rouge, ce sont les arrêts existants sur la rue Saint-Vallier. Monsieur, je vous en prie, madame, pardon, juste un instant. On va continuer, Patricia, juste un instant, monsieur. Merci beaucoup. J'ai presque fini, promis. Oui. Donc, ce que je vous montrais, c'est qu'il y a 5 arrêts qui sont en rouge, mais il y a beaucoup plus d'arrêts en blanc. Donc, pour vous mentionner, bien évidemment, le fait d'avoir plus de parcours sur différents trajets va amener aussi plus d'arrêts, donc plus de proximité aussi, là, dans ce cas-ci, à un certain nombre de personnes là, pour accéder là, au trajet d'autobus. Ça amène un déplacement moyen en mètres là, qui dépend selon les parcours. Donc, pour le 1 et 19 qui passe justement sur Montmartre-Saint-Luc, c'était l'option qui amenait le moins de déplacement. Donc, c'est pour ça qu'il y a certains trajets qui vont passer là. On parle d'une moyenne de 133 mètres, un petit peu plus pour le parcours 80, donc 219 mètres, puis un petit peu plus pour le parcours 85 qui, par ailleurs, là, a très, très peu de montées et descentes par arrêt au niveau de ces quelques arrêts-là qui sont déplacés. On parle de entre 0 et 5 environ par jour, personnes qui montent ou qui descendent des autobus pour ces arrêts-là. Bien, la Ville vous a entendu, je pense, tout le long de la démarche de participation qu'on a fait.
On a bien compris les préoccupations que vous aviez à l'égard du réseau de transport en commun. Puis, je souligne d'ailleurs la présence de mes collègues là, du RTC qui sont ici en partenariat avec eux. On a convenu de faire cette démarche de participation, de former une cohorte d'usagers, de riverains, de commerçants, d'employés de ces commerçants-là, de gens qui transitent par le quartier au moyen du transport en commun et de s'assurer d'avoir tous les profils d'usagers possibles pour justement tester chacune des opportunités de test que nous aurons. On vous a présenté les premiers parcours pour 2024. On va les expérimenter pendant un été. On va demander à ces gens-là, aux citoyens qui participent à ce groupe, qui est ouvert à tout le monde aussi ici, on va leur demander qu'est-ce qu'ils ont pensé, les forces et faiblesses de ça. C'est bien important qu'on ait aussi les riverains de ces nouveaux parcours dans cette cohorte-là, parce que leur opinion a une importance majeure dans la conception. L'idée, c'est d'optimiser les parcours d'une phase à l'autre. C'est de bénéficier des commentaires de vos expériences, de ce que vous allez avoir ciblé comme force et faiblesse pour cette démarche-là, et de revenir l'année suivante avec des parcours, un autre test. Évidemment, en fonction des entraves qu'on aura à contourner avec ces parcours-là, mais on aura l'occasion d'en tester donc une deuxième version et, si vous avez bien compris, une troisième pour la troisième année. Et au final, l'idée est d'optimiser les parcours de transport collectif dans le quartier Saint-Sauveur. Donc, on y va comme ça avec vous. À ma connaissance, c'est la première fois là, qu'on va avoir l'occasion d'expérimenter 3 phases bien séquentes sur cette période-là. Et on compte évidemment sur votre participation pour mesurer votre satisfaction et vos commentaires négatifs aussi à l'égard de ça. Merci d'avoir amené, mais donc on va y aller en 3 phases bien simples. Là, on vous présente les parcours aujourd'hui. Vous les expérimentez. Là, je parle évidemment seulement du volet démarche de participation publique. On vous les présente. On revient en septembre avec sondage, activités aussi, avec des organismes partenaires. On a déjà commencé les démarches. On a rencontré des organismes ce matin. On a rencontré également des commerçants pour les informer de cette démarche-là. Ils vont être invités aussi à faire la promotion auprès de leurs clients, de leurs employés. L'idée, c'est finalement d'être capable de fournir à la fin de l'année un bilan de l'expérimentation de cette phase-là aux collègues du RTC qui en tiennent compte. On brasse ces cartes-là et on revient avec un autre parcours pour une deuxième phase. Même séquence encore pour l'été. À l'automne, on fait le bilan de ça. Et à la fin, on a notre grande messe avec les 3 phases derrière la cravate. Alors, c'est un peu la démarche que nous vous présentons aujourd'hui, en même temps qui sera menée donc durant tous les travaux des chantiers de Saint-Sauveur. Je peux rajouter un élément, mon Dieu, là-dessus. C'est vraiment le volet. On profite de l'opportunité du chantier pour venir tester des choses puis vous entendre. Ce matin, j'ai entendu, on avait une rencontre avec des organismes, des gens qui nous ont dit est-ce qu'on peut vous dire que dans certains secteurs, il y a beaucoup de personnes âgées qui l'utilisent puis qu'un banc, ça serait pertinent à l'arrêt? Oui, c'est ce genre de commentaires-là qu'on peut entendre, autant au niveau temporaire. Des fois, des bancs, ça se rajoute. Là, c'est le genre de choses qu'on peut regarder. Puis à l'inverse, si on vous montrait la configuration des arrêts, peut-être qu'on va se rendre compte qu'à tel coin, ça ne fonctionne pas pour telle raison. Fait que juste un petit peu plus loin, à 50 mètres, ça fonctionne. Fait que c'est ce genre de choses-là qui, à court terme, on va être en mesure de vous écouter pour procéder aux modifications l'année suivante. Donc ça, c'est important. Sauf enjeu majeur, là, les modifications, on veut vraiment qu'il y ait une stabilité. On veut éviter que vous vous rendiez à l'arrêt puis que l'arrêt soit déplacé. Ça a déjà été vécu par le passé. Ça ne sera pas le cas cette fois-ci. Et je mentionnais le volet temporaire, donc les améliorations à chaque année. Mais il faut penser aussi au volet permanent. Donc, c'est sûr qu'après ça, quand on va aménager les arrêts permanents pour les trajets où ils seront retenus, il y aura des bonifications aussi là, de façon plus permanente dans les aménagements, notamment là, en ce qui a trait à l'accessibilité universelle là, dès que possible. Donc, je poursuis avec... Est-ce que vous m'entendez? Pas beaucoup. Voilà, c'est fait. Donc, je poursuis avec le volet relations citoyennes et communication. Je suis venue vous rencontrer en décembre dernier, donc je reconnais les visages. À l'époque, on vous a parlé qu'on reviendrait avec la séance d'information ce soir, avec davantage de précisions sur le mode de réalisation. Comme Annie, d'entrée de jeu, vous l'a mentionné, ce qu'on vous présente ce soir, c'est une information qui est factuelle en date d'aujourd'hui, en date du mois de juin, mais bien évidemment, pour ceux qui connaissent un peu la réalisation des travaux, la réalisation des chantiers, c'est vivant, c'est dynamique, pour ne pas dire ça sera une période de perturbation. On n'est pas là pour vous dire que ça va être
facile, que ça va être évident. Donc, c'est pourquoi la Ville met en place une équipe du bureau InfoChantier pour vous transmettre de l'information le plus à jour possible. Avant de vous parler de l'équipe qui est présente ici ce soir, on avait également la séance d'information, donc que je vous mentionnais. Cette séance d'information-là, le tout se retrouve sur le site Internet de la Ville de Québec. On a également fait des rencontres de proximité, donc Patricia en parlait tout à l'heure, les organismes, les commerçants ont été rencontrés. Il y aura également l'infolette de chantier. Je sais que certains d'entre vous êtes déjà abonnés. L'infolette de chantier s'en vient. Bien évidemment, les chantiers, on attendait vraiment le démarrage massif pour communiquer avec vous. Et on n'en a pas parlé. 6400 invitations porte-à-porte qui ont été distribuées pour vous inviter notamment ce soir. Donc, le mode porte-à-porte, c'est toujours un mode qui fonctionne pour nous avec l'équipe InfoChantier, de même que le web, réseaux sociaux et le 311. Avant de parler de l'équipe InfoChantier plus en détail, je vous rappelle, sur le site Internet, vous allez dans la section Grand chantier pour retrouver l'ensemble de l'information, détails des travaux, les entraves à la circulation. Patrick Munier en parlait tout à l'heure. Oui, il y a nos chantiers, mais il y a également des interventions, des bris, il peut y avoir des chantiers privés là, qui nous amènent à devoir revoir certaines configurations. Donc, vous allez retrouver au maximum l'information sur le site Internet. Donc, c'est ce que vous retrouvez entrave à la circulation. Et pour ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion de s'abonner à l'infolette, vous allez y retrouver le lien. Donc, l'équipe InfoChantier, je vous en ai parlé en décembre, ils sont là. Mathieu était présent en décembre. J'ai également Geneviève qui, pour l'occasion, a accepté de porter l'uniforme pour que vous puissiez l'identifier. Merci. En fait, lorsque vous allez être en période de travaux, évidemment, il va y avoir plusieurs dossards casque blanc. Donc, je vous invite à identifier Geneviève et Mathieu qui sont bien identifiés à InfoChantier. Ce sont des agents du 3-1 mobiles sur le terrain. Ils sont vraiment là pour prendre en compte vos demandes. Vous n'avez même pas, quand vous les croisez, là, vous n'avez pas besoin d'appeler le 3-1. Vous parlez directement à Geneviève et Mathieu. Ils ont des tablettes et ils vont prendre en charge votre préoccupation. Ce que ça peut être comme préoccupation, comme besoin, ça peut être de savoir on en est où au niveau de l'état d'avancement des travaux, on en est où au niveau des échéanciers. On vous a présenté quelque chose aujourd'hui de factuel, mais évidemment, on va s'ajuster aux découvertes des entrepreneurs. C'est toujours des situations qui peuvent survenir. Également, si vous êtes en planification de déménagement, si ça n'a pas encore été fait, on vous invite à communiquer avec l'équipe InfoChantier pour qu'on puisse planifier avec vous, coordonner avec vous si vous êtes en entrave, l'accès de votre véhicule, la dimension de votre véhicule, c'est tout ce genre de petite coordination fine-là qu'on va faire avec vous. Également, livraison, si vous faites livrer des meubles, on est là, et collecte des matières résiduelles. À titre informatif, collecte des matières résiduelles en période de chantier, c'est l'entrepreneur qui est responsable de prendre vos bacs et de les sortir en dehors de la zone de travaux pour que les camions puissent accéder. Il y a une problématique, le bac ne revient pas. Des petits détails qui, au final, vous passez par les agents InfoChantier sont vraiment là. Mais tu sais, des mesures de mobilité, d'accessibilité, accessibilité universelle particulièrement. Les agents sont sur le terrain, ils ne sont pas 3-1 justement pour marcher la zone avec vous, pour marcher les chantiers le matin. Bon, est-ce que les clôtures ont été déplacées? Est-ce qu'on est dans une nouvelle phase de travaux? Est-ce que réellement c'est accessible? Est-ce que la marche est un peu trop haute? Si vous voyez ce genre de situation-là, on vous invite... Tout le monde écoute la réunion. Vous ne croisez pas un agent InfoChantier, n'attendez pas, passez par le 3-1 en demandant le bureau InfoChantier. Ce point d'importance-là, parce que nous, ça nous permet d'enregistrer les requêtes, de faire un suivi, de s'assurer aussi que les services dans l'organisation, parce qu'on fait la liaison, nous répondent dans des délais aussi. On est un petit peu tannant, mais on est là pour vous représenter. Donc, on met de la pression sur les autres services pour qu'ils nous répondent. Hein? On est tannant des fois, Patrick. Hein? Et les entrepreneurs particulièrement, hein, je vous le rappelle, ce n'est pas des entrepreneurs, ce n'est pas des employés de la ville qui réalisent des travaux. Donc, on fait la liaison avec les entrepreneurs, les sous-traitants, des sous-traitants qui se présentent. Alors, il y a quand même beaucoup d'intervenants et nous, on s'assure de faire ce lien-là. Je termine avec prise en charge des signalements et des plaintes. Il peut survenir toutes sortes de situations pour lesquelles vous aurez une insatisfaction, mais c'est également les agents InfoChantier qui vont prendre en compte votre préoccupation. On vous invite de le faire par le 3-1 pour qu'on puisse la traiter adéquatement. Voilà. Oui, c'est clair. Qui ont eu la présentation ce matin, qui souhaiteraient avoir le détail. Sinon, je passerai à la période de questions. Je pense que c'est le moment. Bien, juste avant la période de questions, si vous me permettez, Joël, Pierre-Luc, un petit mot de bienvenue. En retard, mais un petit mot d'introduction à la période de questions. Vous dire qu'on a une équipe qui est là, vous le voyez, dédiée à faire que les chantiers se déroulent au mieux. On le sait que des chantiers, c'est toujours des situations qui peuvent amener du stress, des situations qui peuvent amener
des incompréhensions, des situations qui peuvent amener des frustrations. Mais on a des professionnels qui sont là pour accompagner, pour assurer que ça se déroule, comme je le dis, au mieux. Ce soir, on est aussi très disponible pour répondre, c'est ça, à vos questions qui, en regard du chantier, aux aspects fonctionnels, que vous voulez comprendre, des éléments qui vous ont été présentés pour lesquels vous avez besoin de précision. On a des membres de toutes les équipes à cet effet-là. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans le respect, dans la bonne humeur. On sait que ça amène du stress, mais comme on dit, ensemble, on devrait passer à travers cette première phase de chantier 2024. Bien entendu, soyez assurés que pour les phases subséquentes, 2025, 2026, il y aura à nouveau des activités qui viendront se faire pour venir parler plus spécifiquement des enjeux de chacune des autres. Je vois qu'il y a Annie qui a des micros, je vois que Dave a des micros. Je donne mon micro et je vous invite à animer la période de questions. Merci.